l'a déjà vu, il n'est pas rare que dépasser un consensus scientifique erroné, même face à des données solides, prenne des siècles, parfois plus d'un millénaire. L'avenir nous dira ce qui en sera pour la thèse bactérienne. Ce que l'on constate en tout cas, c'est une profonde incapacité de la communauté scientifique à remettre en question ce paradigme. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur un mythe plus vaste qui traverse toute la science moderne. L'idée que la science est objective, qu'elle reflète directement la réalité et qu'elle incarne une quête désintéressée de la vérité. Ce paradigme a pourtant été démantelé depuis la révolution quantique. Comme l'a exprimé le physicien Max Born, l'un des pionniers de cette révolution, tout enthousiasme optimiste en ce sens a été sévèrement ébranlé. Dès le départ, la science est guidée par des idées et donc la subjectivité est inhérente. Elle sélectionne ce qu'elle observe car les données sont infinies. Elle choisit à quoi prêter attention selon des a priori, des objectifs. Par ailleurs, nous ne pouvons savoir ce qu'est la réalité. Nous la percevons à travers nos sens. Les théories scientifiques ne sont donc pas des vérités, mais des interprétations provisoires, des hypothèses de travail selon Edward Carpenter. Rien n'empêche, à chaque instant, d'envisager des alternatives à partir des mêmes indices. Ce sont souvent les convictions dominantes, la commodité ou les intérêts du moment qui dictent la théorie retenue. Aucune théorie n'est autonome. Comme l'a brillamment noté Tolstoï, elles reposent toutes sur des bases axiomatiques. La science de la physique traite des lois et des relations entre les forces sans se poser la question de savoir ce qu'est la force, ni tenter d'expliquer sa nature. La science de la chimie traite des relations entre les matières sans se poser la question de savoir ce qu'est la matière, ni tenter de définir sa nature. La science de la biologie traite des formes de vie sans se poser la question de savoir ce qu'est la vie, ni tenter de définir son essence. Ces concepts fondamentaux échappent à toute définition scientifique. Et donc, toute science repose nécessairement sur des suppositions. En particulier, affirmer que la simple présence de bactéries en fait la cause d'une maladie, c'est supposer beaucoup. À ceux qui objectent qu'inoculer cette bactérie rend malade et donc que cette théorie est correcte, on peut répondre que l'inoculation n'est pas le moyen naturel par lequel elle pénètre dans le corps et que ces mêmes bactéries y sont omniprésentes, même celles considérées maléfiques. Par exemple,
le bacille de la tuberculose et qu'en plus, elles sont essentielles à notre survie. D'ailleurs, plusieurs expériences menées notamment par les docteurs Powell et Fraser ont montré que l'ingestion, l'inoculation ou la vaccination avec des bactéries supposées très pathogènes n'a entraîné aucun effet délétère. Et donc, même si un jour la thèse bactérienne devait se révéler suffisamment satisfaisante, même si on est convaincu de sa qualité, il faut s'attacher à tenter de la réfuter avant de la soutenir. C'est la condition sine qua non d'une démarche véritablement scientifique. Comme l'a souligné Karl Popper, ce qui distingue une théorie scientifique est qu'elle peut être falsifiée. Pourquoi cette difficulté humaine à dépasser les paradigmes de son époque, de sa culture? Elle s'explique psychologiquement et neurologiquement. Comme abordé dans une autre vidéo, le libre arbitre est limité et nos actions sont largement conditionnées. Dans le domaine scientifique, ce conditionnement commence très tôt, dès la petite enfance. Des croyances ancrées dans l'imaginaire collectif, hier le géocentrisme, aujourd'hui la thèse bactérienne, sont ensuite renforcées par l'éducation. Surtout si des convictions sont enseignées comme si elles étaient des vérités. Une éducation d'autant plus longue et donc plus conditionnante pour les chercheurs. Puis elles sont consolidées par la culture académique. S'ajoute à cela le conformisme, le besoin d'appartenance, l'attachement au statut, à la réussite sociale ou financière. Plus un chercheur réussit, plus il est conditionné à ne pas remettre en question les fondements de sa réussite, puisque toute réussite dépend des autorités scientifiques qui, elles aussi conditionnées, ont tendance à récompenser la conformité, du moins les travaux qui n'outrepassent le statu quo que dans des limites acceptables. Une opinion dissidente, même plus logique ou empirique, passera pour une hérésie insensée si elle contredit les croyances intimes devenues considérées comme étant des vérités. Qui oserait perdre son emploi, sa réputation? Qui voudrait passer pour un fou? Surtout aujourd'hui, quand la dissidence peut conduire à un internement psychiatrique. La peur joue donc un rôle majeur, peur des autorités, peur des conséquences. Mais comprendre ces mécanismes ne les justifie pas. Le libre arbitre n'est jamais nul, il est seulement limité tant que nous restons inconscients de nos conditionnements. Plus nous en prenons conscience, plus ils deviennent des choix. En prendre conscience, c'est être conscient de soi,
Notre liberté dépend donc de notre degré de ce qu'on appelle la réalisation de soi. Ainsi qu'on l'a vu, cela signifie en particulier ne pas être attaché. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur émotionnelle qui est inévitable, mais de sortir de la souffrance émotionnelle qui vient de l'attachement. Certains peuvent penser que la réflexion faite dans la série de vidéos sur la souffrance ne les concerne pas et préférer des sujets concrets comme la science ou la politique. Mais tout est lié. Tant que nous resterons attachés à une image déformée de nous-mêmes, à un ego essentiellement conditionné, notre conscience de soi et donc notre libre arbitre seront limités et nous resterons prisonniers des consensus. Il ne s'agit pas seulement de comprendre que telle ou telle théorie, tel ou tel paradigme est peu soutenu par des preuves empiriques, c'est-à-dire peu en phase avec notre réalité, celle qu'on perçoit, mais d'éviter de les remplacer par de nouvelles tout aussi irréalistes. La réalisation de soi passe par la reconnaissance de la non-dualité, c'est-à-dire de l'unité derrière l'apparente diversité. C'est l'ignorance de cette nature non duelle qui nourrit le mythe de l'objectivité scientifique. Le physicien Werner Heisenberg, autre fondateur de la physique quantique, l'a ainsi exprimé. La science présume l'existence de l'homme et nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seulement des observateurs, mais aussi des acteurs sur la scène de la vie. Il s'agit là d'un fait inéluctable et non d'opinion. L'acte d'observation modifie l'observé. À quel degré, nous ne pouvons le savoir. Il le modifie car tout dans cet univers est interconnecté, ainsi que notre compréhension scientifique le confirme de plus en plus. Or, l'interconnexion suppose un milieu omniprésent en nous, autour de nous. Elle implique la possibilité d'unité avec autrui, d'où non-dualité. La voie vers cette réalisation commence certes par l'observation et la logique, mais elle doit dépasser la pensée, car la pensée étant fondée sur des données est limitée. À chaque instant, on ne peut connaître qu'un nombre fini de données. Or, leur nombre est infini. Si nous étions de simples systèmes corps-esprit fermés, nous serions des automates, des intelligences artificielles dans un cadre déterministe. Nous resterions enfermés dans les limites de notre pensée, dans le fini d'algorithmes prédéterminés, et donc ne pourrions innover. Même un nombre fini de systèmes fermés, combien même ce nombre serait immense, reste, malgré l'interconnexion, un ensemble fermé. Mais nous créons, nous réussissons à sortir des sentiers battus, ce qui
prouve que ces systèmes sont loin d'être fermés, qu'il y a quelque chose qui les transcende. C'est cette conscience infinie dont nous faisons partie. Et donc, plus on réalise cette non-dualité, plus on prend conscience de cette unité infinie, plus on peut y puiser par l'intuition cette capacité de dépasser notre conditionnement corps-esprit. Ainsi, on peut concevoir de nouvelles hypothèses plus audacieuses, moins irréalistes, sans jamais prétendre qu'elles sont vraies, car la réalité par essence, par son infinité, dépasse les mots, dépasse la pensée. Et donc, aucune hypothèse, combien même satisfaisante, ne peut refléter cette réalité. Le problème est que les chercheurs, souvent plus que d'autres, étant donné la longueur de leurs années d'apprentissage et donc de conditionnement, sont les produits de leur société. Enfermés dans leurs souffrances, leurs traumatismes, individuels ou collectifs, ils restent inconscients de la non-dualité, en ont peu de compréhension, voire la rejettent. Alors on se soumet à des dogmes. Jadis, il s'agissait de dogmes religieux. Aujourd'hui, il s'agit de dogmes qu'on dit scientifiques, mais qui le sont aussi peu que n'étaient religieux les dogmes d'autrefois. Quelle qu'en soit la nature, ces dogmes servent toujours le pouvoir, prétendument au service des dieux. Le dieu argent ayant remplacé ceux d'hier, ou plutôt les ayant mis sous son ordre. Dans ce contexte de capitalisme financier, un moyen d'échange a été érigé en divinité, une divinité inerte. La vie lui est menaçante, la vie est changement. Le changement pourrait mettre à mal son règne et surtout la perpétuation des autorités politiques à son service. Toute autorité qui souhaite sa propre perpétuation a peur de l'imprévisible qui pourrait la renverser. Et donc elle tente de le contrôler et ainsi d'empêcher l'éclosion de pensées nouvelles, la montée de tout mouvement qui pourrait la mettre à mal. L'honnêteté envers soi, envers la vie, mène à l'imprévisible et donc elle est découragée. En particulier, une telle autorité fera tout pour maintenir la vision dualiste qui est la condition de sa survie. Gouvernant d'un côté, gouverné de l'autre. Ce n'est pas nécessairement délibérée, elle reste en général inconsciente de cette vision erronée. Tant que nous resterons attachés à cette dualité, notre situation risque d'empirer, car c'est ignorer, c'est refuser la nature fondamentale de notre réalité. Nous risquons alors d'élaborer des théories en rupture avec elle, des théories hautement arrogantes qui donnent à l'homme l'illusion d'un statut spécial. L'homme au centre de l'univers, en d'autres termes, le géocentrisme.
l'homme dont le savoir reflète la réalité, géométrie euclidienne hier, biologie aujourd'hui. Cet homme séparé du reste de l'univers, de la nature, se retrouve dissocié de tout, y compris de lui-même. Or, la dissociation est effrayante, il n'y a rien de plus effrayant. L'angoisse s'ensuit d'un monde entouré d'ennemis invisibles. C'est ainsi que naissent les théories comme celle des germes, renforçant l'idée que l'autre me veut du mal. Cet autre si différent de moi qui suis le bien. Et dans un tel monde, il ne peut qu'y avoir violence. Il faut bien que je me protège d'autrui, de tout ce qui n'est pas moi. Réaliser la non-dualité, c'est reconnaître que ce qui divise entre soi et l'autre, entre humain et non-humain, ce qui échoue à respecter les différences, le caractère unique de chaque manifestation de l'un sous-jacent ne peut être réaliste. Et donc une thèse qui fait de la vie microbienne une ennemie de l'homme a de fortes chances d'être profondément irréaliste. Merci.